Je vous remercie de nous avoir invités et d'avoir organisé cette magnifique rencontre et puis ce merveilleux buffet aussi. C'est un plaisir d'être ici. C'est pas la première fois qu'on vient dans l'Outaouais, Martine et moi. Mais aujourd'hui, c'est le lancement finalement de la revue Oui, je le veux. Donc, Oui, je le veux, c'est un thème important, je pense, qui nous réunit tous. Qu'est-ce qu'on veut, évidemment, d'après vous? Qu'est-ce qu'on veut? L'indépendance. On veut l'indépendance. Bon, ben, c'est ça. Et pour que l'indépendance arrive, ben, ça prend des instruments, ça prend des événements, ça prend une volonté claire, assumée, de faire l'indépendance et d'en parler et de faire comprendre le projet de pays qui nous anime et qu'on pourra faire lorsqu'on va être indépendant. Alors, cette revue-là, c'est une initiative du mouvement Québec indépendant que nous avons fondé au mois d'août dernier. Donc, ça fait à peu près 7 mois qu'on est en existence. Alors, il y en a qui aimeraient que ça aille plus vite, mais il faut le temps au temps. Et quand même, en 7 mois, on a mis sur pied un solide comité de coordination de 14 personnes au niveau national, dont fait partie Gaston Carmichael, je le salue d'ailleurs, qui nous aide beaucoup. Et on a aussi organisé 6 événements déjà. On organise un événement chaque mois. Et le prochain aura lieu à la fin du mois. C'est Robert Laplante qui fera la présentation. La suivante, ce sera André Binette. Et ensuite, on aura une école d'été qu'on va organiser en juin. Donc, il s'agit là de faire la promotion de l'indépendance. On a réuni une liste de 2000 sympathisants dans toutes les régions du Québec. On s'est donné des statuts. Dans les statuts, je vais en parler un petit peu plus tard parce que je pense que c'est important que se crée une instance régionale du mouvement Québec indépendant. On a un site web qui présente la revue. On prépare un autre site web. Et donc, aujourd'hui, on lance le numéro 1 de Oui, je le veux. Et le numéro 2 est déjà en préparation et il sera publié au mois de juin. Il y en aura 4 comme ça, pareil. Donc, pourquoi avoir créé le mouvement Québec indépendant? Ben, c'est tout simple, c'est pour créer une majorité d'indépendantistes dans la population et une majorité d'indépendantistes parmi les indépendantistes qui travaillent à l'indépendance. Ça, c'est pas fait. Alors, vous avez vu tous les sparages qu'on est obligé de faire. Martine, je pense que ça fait 4 campagnes qu'elle fait récemment, là, dans les 2-3 dernières années. Et on a toujours des blocages, des gens qui mettent les freins. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans le fond? Qu'est-ce qui est central? Qu'est-ce qui nous bloque? Ben, c'est la peur de l'échec. Vous vous rappelez que Jacques Parizeau a mis sur sa pierre tombale « N'ayez pas peur ». Ça ne s'adressait pas juste à l'ensemble des Québécois, ça s'adressait aux indépendantistes aussi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire campagne pour l'indépendance, de vous afficher comme indépendantiste, d'expliquer ce qu'on pourra faire de plus avec l'indépendance, qu'on ne peut pas faire maintenant. On est bloqué sur tous les plans et le nouveau gouvernement du Québec va s'en apercevoir très bientôt sur à peu près tous les dossiers qu'ils vont apporter. Il y aura un blocage du gouvernement fédéral à chaque fois. Alors, un exemple de peur, ben, je vais vous en donner une ici, puis ça va vous démontrer que le mouvement Québec indépendant n'est pas partisan. En fait, on est plutôt transpartisan, transparlementaire, mais on n'est pas partisan. Alors, au cours de la course à la chefferie du PQ en 2016, que Jean-François Lévrier a gagné, et ce qui lui a permis d'être chef du Parti québécois, il avait dit ceci: « L'engagement de tenir un référendum dans le premier mandat est suicidaire pour le Parti québécois. » Quand on dit que
que c'est suicidaire, c'est qu'on a peur de quelque chose, on a peur de se faire couper le cou. Et suicidaire pour le Parti québécois. Si on s'entête, nous serons le 3e parti au Québec en 2018. On se sera marginalisé. Ce sera très dur pour la suite. Ben, ils ont décidé de ne pas parler de l'indépendance, de parler des repas des enfants préparés par les écoles, plutôt que de parler d'indépendance. Et, ben, non seulement ils sont 3e parti, mais actuellement, ils sont 4e parti. Et les fois où on a eu le maximum d'appui de la population, c'était quand on a fait campagne pour l'indépendance. En 1976, on a eu 40% d'appui. En 1994, le Parti québécois est revenu au gouvernement et en 1995, entre vous et moi, on a gagné le référendum. On a eu 60% des Québécois francophones qui ont appuyé l'indépendance. Et la question était claire, beaucoup plus directe qu'en 1980. Je vous le dis, j'ai fait les deux référendums, mais je peux vous dire qu'en 1980, c'était extrêmement difficile d'expliquer la question avec le premier référendum qui menait peut-être à un 2e référendum. Encore là, on avait peur. On avait peur d'aborder la question franchement, directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut sortir du cycle, ce que j'appelle, moi, le cycle provincialisant. C'est un néologisme, et c'est les indépendantistes qui l'ont inventé. C'est-à-dire, le cycle provincialisant, là, ce que ça veut dire, c'est que on a peur. On dit c'est suicidaire. On essaie de sécuriser la population, plutôt que de lui montrer les avantages de tout ce qu'on pourrait faire avec l'indépendance, un projet de pays. Au lieu de faire ça, on a peur. Ça commence par la peur. Et donc, on ne fait pas l'élection sur l'indépendance. Alors, en 2018, ce n'est pas le seul cas où c'est arrivé. En fait, c'est les 7 dernières élections depuis le référendum, à toutes les élections. À chacune des élections, le Parti québécois a parlé d'un programme pour faire autre chose que l'indépendance, c'est-à-dire pour diriger le Québec avec un certain nombre de mesures qui étaient valables, hein, mais qui ne nécessitaient pas l'indépendance pour le faire, qui ne faisaient pas avancer d'un iota l'indépendance, vous le savez. On n'a pas avancé depuis 1995, on a même reculé un petit peu. Alors, on fait des élections sur autre chose. Une fois qu'on a fait des élections sur autre chose, bien là, on est dans le gouvernement avec les moyens d'un État provincial. On fait un programme provincial, on fait des mesures provinciales. Et là, on est critiqué, selon notre efficacité, à être bon dans le régime fédéral, dans le régime canadien. Alors, si on est bon dans le régime canadien, bien là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'indépendance, dans le fond, parce qu'on a réussi à faire plein de choses sans l'indépendance. Puis si on n'est pas bon, bien là, la population va nous blâmer pour être le contraire de ce qu'on avait dit, non pas un bon gouvernement, mais un mauvais gouvernement. Et là, à partir de là, c'est l'image. Et là, le cycle se continue. Là, on met toutes les énergies sur se donner une belle image. Et évidemment, on ne peut pas se donner une belle image parce que le temps passant, il n'y a jamais un parti politique qui a fait plus que 2 élections de suite, 2 mandats de suite au Québec. Alors, là, il y a une démobilisation des militants, parce que les militants, ils sont là pour l'indépendance dans les partis indépendantistes. Les militants sont là pour l'indépendance, puis ils ne voient rien arriver. Ils voient leur parti dénigré, critiqué de part et d'autre, qui n'a pas une belle image. Ils se démobilisent et le taux de participation aux élections baisse aussi. Au référendum de 1995, 92% des gens sont allés voter. La dernière fois, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'était encore moins que la fois précédente. 73, 68%. Oui. Et 68, ouais, en bas de 70 en tout cas. Et donc, je l'appelle le cycle provincialisant parce que tout ça est très grave, là. Parce que quelque chose dont on ne parle pas s'étiole, et meurt, devient hors d'ordre dans le débat public.
Et je l'appelle provincialisant parce que, ce faisant, on devient, dans nos mentalités, dans notre culture, dans nos partis, provincialistes. On devient provincialiste. Et on est, par rapport à notre option, perdant. On est des provincialistes perdants. Alors, il faut sortir du cycle provincialisant, de ce cycle qui nous permet de tourner en rond, là, tout le temps. Puis, quand on voit la participation baisser, la démobilisation, la désaffection électorale, bien là, la peur augmente, parce que là, on dit, bien, on a encore plus peur que la dernière fois, on a encore plus de raisons de mettre de côté l'indépendance, et c'est ce qu'on a fait en 2018. Alors, on était, après 7 cycles différents, provincialisants, toujours dans la même direction, toujours la même erreur, on arrive à la fin, et là, on se dit, ben là, les gens sont démobilisés, les gens ne veulent pas participer à la chose politique, alors ce n'est pas le temps de proposer un référendum. Alors, comment on peut sortir de ça? Ben, c'est en créant des mouvements, c'est en créant de l'action, c'est en créant des événements, c'est en créant des instruments, comme la revue qu'on vous propose aujourd'hui, c'est en créant également des actions, des gestes. Alors, on va en parler tantôt, on va avoir une bonne discussion. Quels gestes devrions-nous poser et tout ça? Je suis certain que vous avez plein d'idées là-dessus. Pour repartir la roue dans l'autre direction, c'est-à-dire remobiliser, faire en sorte que maintenant on parle d'indépendance, parce qu'on en a parlé pendant tout un mandat. Quand l'élection arrive, on n'a plus peur d'en parler. Il y a plus de gens qui trouvent ça intéressant. Et là, on arrive à une élection où la question qui doit être posée à la prochaine élection en 2022, c'est: êtes-vous d'accord pour qu'on enclenche une démarche constituante qui va nous donner la Constitution d'un Québec indépendant et qui va nous donner un pays? C'est ça qu'il faut faire à la prochaine élection. Et le mouvement Québec indépendant est là pour ça, avec tous ceux qui voudront travailler avec nous. Il y en a plusieurs. Il y a d'autres mouvements qui veulent travailler avec nous. Et on est membres, certains d'entre nous, de d'autres mouvements aussi. Donc, en terminant, moi, je vous invite à former un comité du MQI, un comité régional. C'est prévu dans nos statuts. Et dans ce comité, on pourra... tout ce que ça prend, c'est 5 membres. Tous les membres sympathisants du mouvement de la région vont être membres de votre comité régional. Et puis, vous pourrez faire un plan d'action, des événements, de la formation, de la diffusion de la revue, aider au financement, jusqu'à ce qu'on soit assez fort pour faire des actions encore peut-être plus déterminantes, de plus en plus déterminantes, pour qu'à la prochaine élection, on ait une élection qui porte sur une question principale: se donner un pays indépendant. Oui. Merci. Avant d'échanger peut-être avec la salle, on va donner la parole à Martine. Et ensuite, on se prendra un temps véritablement pour échanger entre vous et nos deux invités. Mais bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de revenir dans la belle région de l'Outaouais, à Gatineau. Donc, merci Gilbert. Merci aussi à Gaston, parce que si on est ici aujourd'hui, c'est à l'initiative de Gaston qui a organisé l'ensemble de la journée. Avec toute l'équipe. Merci toute l'équipe à travers Gaston. Et permettez-moi de quand même saluer Richard Nadeau, qui a été député, premier député du Bloc québécois ici en Outaouais. Donc, je vous salue. Merci d'être avec nous. Donc, il y en a plusieurs par les temps qui courent qui sont très découragés. Très découragés de l'indépendance, très découragés de la politique. Je peux vous comprendre, mais je ne partage pas du tout votre découragement. Je ne le partage pas parce que si on avait fait tout ce qu'il y avait à faire pour l'indépendance, puis qu'on en était encore là où on en est, je serais vraiment découragée. Je partagerais votre découragement.
Mais franchement, vous dire, a posteriori, et j'ai fait partie de cette aventure-là aussi, hein, fait que je suis aussi moi-même, je me critique moi-même aussi à travers cette critique-là. Franchement dire, particulièrement depuis 1995, on n'a à peu près rien fait de ce qu'il fallait faire pour faire avancer l'indépendance. Et, malgré qu'on n'ait rien fait, il y a encore 35% d'indépendantistes au Québec. C'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire que la base de la population, il y a une grande volonté, parce que le mouvement indépendantiste, les élites indépendantistes, souverainistes indépendantistes, n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Je vais vous donner quelques petits exemples. J'ai été 18 mois au gouvernement avec le Parti québécois. Qu'est-ce que le gouvernement du Parti québécois, avec Pauline Marois, a fait pour l'indépendance pendant ces 18 mois-là? Zéro. Zéro. C'est pas une blague, là. Zéro, rien, niet, barre, je sais pas comment dire ça autrement. Rien du tout. C'est supposé d'être l'article 1 du programme du Parti québécois. Et on n'a fait rien. Ah, certains diront c'est parce qu'on était minoritaire. Franchement, quand tu es minoritaire, il y a quand même un pouvoir de décider un certain nombre de choses. On aurait pu décider de faire le budget, de remettre à jour le budget de l'an 1, de faire une analyse sur l'état de la dette. On aurait pu décider de plein de choses qu'on pouvait faire, de faire de la promotion de l'indépendance. C'est dans notre programme, on est légitime comme gouvernement de faire de la promotion de l'indépendance. On est élu sur cette base-là. C'est comme si vous disiez, un parti vert, il n'a pas le droit, une fois élu au gouvernement, de faire la promotion de l'environnement. Vous avez déjà vu une affaire de même? Jamais. Comment ça se fait que pour l'indépendance, on l'accepte comme argument? Non, vous n'avez pas le droit, c'est pas légitime. Comment ça se fait qu'on acquiesce à ça? Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer l'attitude. Il faut changer la mentalité. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? J'ai été au Bloc québécois pendant un certain temps. Et au début, j'ai résisté. Je ne voulais pas aller à la chefferie du Bloc québécois parce que je me disais, qu'est-ce que ça va changer? Puis, j'étais comme tout le monde, hein? L'indépendance, ça ne se fera pas à Ottawa, ça va se faire à Québec. Ça, c'est une drôle de ligne, finalement. Quand tu remets à réfléchir, là, il y a des espèces de lignes toutes faites comme ça dans le mouvement indépendantiste qu'on devrait réfléchir. Parce que quand on se dit « elle va se faire au Québec », ben oui, elle va se faire au Québec, mais pas à Québec, au Québec. Et tous les députés de toutes les régions du Québec, qu'ils soient du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, peuvent participer. Fait que c'est ça la différence. Et je me disais, comment redonner au Bloc québécois, parce que quand même, le Bloc québécois, en 2011, il a mangé une sacrée claque. En 2015, ça n'en est pas vraiment remis. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour redonner une pertinence au Bloc québécois? Et moi, je dis, c'est clairement, puis là, je m'en allais dans le programme du Bloc québécois, on va parler d'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. Je pensais que c'était déjà décidé par les membres. En tout cas, il y a des députés que ça dérangeait, je peux vous dire ça. Et là, quand on dit défendre les intérêts du Québec, il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Québec, pris tout seul, là, on peut lui donner la connotation qu'on veut. Mais c'est sous-entendu défendre les intérêts du Québec dans le régime canadien. Donc, défendre les intérêts de la province du Québec. Si tu penses que ça vaut la peine de mettre des énergies pour défendre les intérêts de la province du Québec, c'est pas utile de faire l'indépendance. Il faut faire attention à ce qu'on projette. Et je me disais, le Bloc québécois, non, on va parler d'indépendance tout le temps, puis parler d'indépendance à Ottawa, c'est super le fun. Je me suis même amusée. Il y a des tribunes de la presse, hein, qui est l'occasion d'espèces de discours humoristiques un peu sarcastiques, satiriques, avec la presse. Pas la presse, mais la presse, les médias. Et, écoutez, Gilles Duceppe n'y allait plus à ces affaires-là parce qu'il s'était fait jeter des bouts de pain. Moi, j'ai décidé, j'y allais. Et c'était un silence quand je suis arrivée pour parler. On aurait pu entendre une mouche voler. Et je les ai fait rire. J'ai dit, moi, ça me fait toujours plaisir de venir à Ottawa. C'est toujours agréable pour nous de venir à Ottawa. C'est comme notre Bruxelles. Notre Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale de l'Union européenne. Donc, je pense qu'on peut avoir des bonnes relations. Mais il faut penser en indépendantiste. Il faut penser en République du Québec. Et donc, qu'est-ce qui aurait pu être fait à Ottawa depuis tout ce temps-là? Imaginez si, rien qu'un par année, hein, puis il aurait pu en avoir plus, je suis bien. Un projet de loi par année
Parce que ce qu'il y a à Ottawa qu'il n'y a pas à Québec, puis je peux vous dire, j'étais à Québec, c'est qu'à Ottawa, tu touches au pouvoir régalien, au pouvoir fédéraux. Tu ne touches pas à ça à Québec. Quand tu es député de l'opposition, quand tu es député du gouvernement, quand tu es ministre, tu ne touches jamais au pouvoir canadien. Pourquoi? Parce que c'est anticonstitutionnel. Tu ne pourrais pas faire un projet de loi sur les pouvoirs canadiens, c'est anticonstitutionnel. Fait que tu ne fais pas ça. Fait que tout notre travail au quotidien, c'est seulement sur les pouvoirs provinciaux. Fait que ça, c'est la division de la Constitution canadienne qui est respectée par les partis politiques. C'est hallucinant. C'est pour ça que le transparlementarisme, c'est si intéressant. Si on veut être indépendantiste, le plus proche d'être indépendant dans le régime actuel, c'est d'être transparlementaire. C'est le plus proche qu'on peut être, tant qu'on n'est pas indépendant. Et je me suis tellement fait critiquer pour être transparlementaire. C'était hallucinant. Mais si on en fait à Ottawa, parce que c'est là qu'il y a les connaissances, puis un projet de loi, par exemple, sur l'immigration, un projet de loi sur l'immigration pour la République du Québec. Une autre année, un projet de loi sur le transport ferroviaire pour la République du Québec. Imaginez le plaisir qu'on aurait eu. Ça aurait été un scandale, mais c'est un beau scandale. C'est un beau scandale. Puis si on ne veut pas déranger, parce que ça dérangerait de faire ça, mais si on ne voudrait pas déranger, on essaierait aussi bien tout le monde partir chez nous. Parce que l'indépendance, ça va déranger. Mais c'est le fun de déranger, mais il faut avoir plaisir à ça. Si on ne veut pas déranger, puis là, on regarde les gens, non, hey, Martine, elle dérange à Ottawa, il faut que ça arrête, là. Écoutez, on n'avance pas à l'indépendance. Mais imagine si on avait fait un par année, depuis 1995, on est en 2019. On aurait 24 projets de loi de prêt pour la République du Québec. C'est pas rien, là. Fait que quand je vous dis qu'on n'a pas fait ce qu'il y avait à faire, j'entends souvent, puis j'ai eu l'occasion de discuter avec Francis, son ami qui sont ici ce midi, mais j'entends souvent les gens dire « Ouais, mais les jeunes ne s'intéressent pas à l'indépendance. » C'est de la faute à qui, vous pensez? Pas de la faute des jeunes, non. Les leaders du mouvement n'ont jamais parlé d'indépendance, de ce que ça ferait comme différence. À part dans des assemblées militantes, puis encore là, souvent juste en disant on veut un pays, mais ça ne dit rien. Comment ça se fait? Moi, je suis allée faire, je vous donne une anecdote, j'étais à Bécomo. Je faisais une entrevue avec un jeune qui se disait lui-même, qui était l'animateur, il dit « Moi, je suis un millénaire. J'aimerais ça que vous me parliez d'indépendance, j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. » Et après ça, on s'étonne. C'est pas qu'ils ne sont pas indépendantistes, c'est qu'ils ne sont pas encore. Parce que quand on regarde les différents dossiers qui les touchent plus particulièrement, et c'est deux dossiers que j'ai beaucoup travaillé, prenez l'environnement. Quand on regarde l'environnement, c'est une évidence. Hein? Comment le Canada pétrolier peut être compatible avec la volonté du Québec sur les énergies renouvelables, les énergies vertes et toute sa volonté environnementale, c'est totalement incompatible. Une autre anecdote, j'étais ministre des Ressources naturelles, j'ai été invitée et je suis allée faire une conférence sur l'électrification des transports au Congrès mondial de l'énergie à Daegu, en Corée du Sud. Corée du Sud, vous savez, le Québec a des délégations du Québec, hein? Donc on en a un peu partout. À Séoul, on a une personne écart. Et donc, cette personne écart-là m'a organisé différents rendez-vous. Et je voulais des rendez-vous avec des entreprises technologiques, plus liées à l'électrification des transports, les moteurs, les batteries. Je me disais, on pourrait faire des partenariats. Et donc, j'avais ciblé LG. Vous connaissez la compagnie LG qui fait des télés. Et des balayeuses sécheuses, etc. Donc, sud-coréenne, qui commençait à réfléchir aux batteries pour les automobiles à l'époque. Il faut que vous rappeliez qu'à l'époque, ça commençait les autos électriques et Hyundai avait aucune auto électrique et c'était même pas dans son carnet de travail. Donc, je me disais, on va rencontrer SG et le Québec, on avait, et là, vous pourriez blâmer Couillard parce qu'on n'a plus, mais on avait tous les brevets, puis pour les matériaux, pour les batteries électriques. Hein, il a cédé ça à je ne sais pas trop quelle compagnie en Aquitaine, pour 600 emplois en Aquitaine, de 1,5 milliard qu'on a payé à travers la recherche au Québec. C'est un petit détour, mais en tout cas. Donc, j'allais rencontrer SG. Je me disais, on pourrait faire un super partenariat. Nous, avec toute notre expertise sur les batteries, les matériaux, c'est une expertise mondiale. Là, on est dans les meilleurs dans le monde, c'est pas rien, là. Hein? Et mais on est vraiment bon là-dedans, mais ce dans quoi on est vraiment moins bon, c'est le secteur manufacturier. Ça, on est vraiment moins bon. Mais LG, ils sont bons dans le manufacturier. Je me disais, ils pourraient avoir un avantage à venir s'installer au Québec. Ça leur fait, eux autres, leur porte d'entrée pour l'Amérique du Nord, parce que le Québec est tout ça en Amérique du Nord, un intérêt pour eux autres, et un partenariat pour avoir accès à la technologie, puis on fait un partenariat technologique. Super, hein? Oui. Pensez-vous que j'ai eu ma rencontre? On ne sait pas. Ben non. Non. Oui.
fédéral. Parce que des délégations, c'est bien, mais des ambassades, c'est mieux. Donc, quand on parle d'environnement, quand on parle de diminuer les gaz à effet de serre, pensez-vous que c'est dans la volonté du Canada pétrolier? Non. Est-ce que ça serait à l'avantage du Québec? Oui, pour notre expertise, notre savoir-faire. Puis c'est, moi là, j'ai pas juste d'ambition pour le Québec, j'ai de l'ambition pour la planète. Et d'ailleurs, les gens ils ont une vision très, très internationale. C'est pas juste à l'avantage du Québec qu'on devienne indépendant. Moi, je vais même vous dire que c'est à l'avantage de l'ensemble de la planète. Parce que là, on serait bloqué par le Canada pour pouvoir partager notre expertise, pour pouvoir faire des partenariats. Puis le Canada n'aura plus la capacité de nous bloquer une fois qu'on va être une république, là. Donc, ça fait la différence. Et dans les forums internationaux, hein, on sait que le Canada a gagné à peu près tous les prix fossiles. Hein, ça, c'est les prix citrons, c'est les plus mauvais. Bien, c'est le Canada qui parle en notre nom. Forum sur les changements climatiques. Pensez-vous qu'il parle de nos préoccupations? Non, pas partout. Et quand le Québec participe à ces événements-là, parce que j'ai accompagné en 2010, et je suis certaine qu'il l'a vraiment amèrement regretté, Jean Charest, à une de ces conférences-là, et lui, il s'en allait là, à l'international pour redorer son blason, puis il dit, ben, quand on est à l'international, les gens ne savent pas trop, ils reviennent au pays avec la gloire de l'international, mais moi, je le talonnais, puis j'étais avec les journalistes, et c'est ce qu'ils appellent des sideshows. C'était des conférences en marge de la conférence. Mais c'est pas là que se prenaient les décisions. Et c'est comme ça que j'ai dit, ben Jean Charest va faire de l'éco-blanchiment à l'international. Je m'excuse, là, mais il n'y avait pas aucune vraie décision. En plus, le Parti libéral n'a jamais été environnementaliste de sa vie, là, ni le fédéral, ni le provincial. Fait que vous imaginez, mais ça, il faut le dire. Puis il ne faut pas le dire juste dans des assemblées, comme ici qu'on a, là. Il faut le dire aux médias, à Radio-Canada, il faut le dire à la presse. Ils n'aimeront pas ça. Puis ils vont nous attaquer. Parce que quand Gilbert disait, on a peur. On a peur pourquoi donc? Ben, on a peur de se faire attaquer. On a peur de se faire déranger. On a peur de se faire juger. De se faire juger. On a peur de l'échec. Ben, il va falloir changer notre mentalité. Puis il va falloir qu'à chaque fois qu'on dérange puis qu'on se fait attaquer, moi, franchement, vous dire, là, me faire attaquer par Radio-Canada ou par Power Corporation, là, plus ils m'attaquent, c'est parce que plus ils me jugent dangereuse, ça veut dire plus je fais la bonne affaire. S'ils me laissent tranquille, c'est parce qu'en quelque part, je ne les dérange pas. Faire attaquer par des souverainistes indépendantistes, par exemple, ça marche pas. Mais qu'on se fasse attaquer par des gens qui ne veulent pas le changement qu'on leur propose, c'est pas surprenant. C'est sûr que ça va arriver. Ça ne peut pas être autrement. Donc, il faut, en quelque part, prendre plaisir à ça. Il faut faire de l'humour avec ça. Fait qu'il faut changer nos mentalités. Parce qu'il faut l'enlever, cette peur-là. Parce que là, c'est rendu que non seulement la peur, les fédéralistes nous la garochent d'en face, mais c'est rendu que les souverainistes indépendantistes alimentent. Ça, c'est pas normal. C'est là que maintenant, la logique est devenue tordue. Et c'est là que le mouvement s'est perdu. Il faut que ça arrête, ça. Parce que là, c'est pas une blague, les principaux adversaires à l'indépendance actuellement sont dans le mouvement souverainiste indépendantiste. Pas normal. Il faut que ça change. Hein? C'est pour ça que on parlait du le mythe des deux peuples fondateurs. C'est un mythe. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu deux peuples fondateurs, il y a eu deux peuples conquis. Les Canadiens français, qu'on appelait à l'époque, et les Autochtones. Pas eu deux peuples fondateurs. Parce que si on se pense un des deux peuples fondateurs, ben on a un grand sentiment d'appartenance envers le Canada, qu'on ne veut pas le lâcher, puis on veut l'améliorer. Donc, défendre les intérêts de la province du Québec, c'est à Ottawa, ou travailler pour un bon gouvernement provincial, ça ne fait pas avancer l'indépendance. Ça fait avancer la province, mais ça ne fait pas avancer l'indépendance. Ce sont deux projets complètement différents. Fait qu'il faut se sortir de cette logique avec des prémices qui sont fallacieuses, qui vont conduire à des conclusions qui sont fausses. Il faut se sortir de ça. Et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et c'est pour ça que moi, je suis optimiste. Parce que, avec 35% d'indépendantistes au Québec, les jeunes n'ont pas entendu parler. Moi, je suis certaine que quand on va avoir plus de moyens pour les rejoindre plus facilement, l'avantage de la jeunesse, à toute époque, rappelez-vous à votre jeunesse, l'avantage
jeunesse, c'est qu'ils n'ont pas peur. La peur ne fait pas partie de leur culture encore. Ça vient rien qu'avec l'âge, la peur. Hein? Donc, il y a un terrain qui est favorable. Il y a un terrain qui est favorable. Puis avec toute la mondialisation, l'environnement, il y a un terrain qui est extrêmement favorable. Mais si le terrain, là, on ne le laboure pas, on ne le sème pas, on ne l'arrose pas, on n'en prend pas soin, puis c'est sûr qu'il n'y a rien qui va pousser puis qu'on ne pourra pas rien récolter. Et donc, moi, je pense que c'est ouvert. Et dans le contexte actuel, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est en train de s'ouvrir pour qu'il y ait un changement de mentalité. Et je pense qu'il est très important, ce changement de mentalité-là et ce changement de culture-là. Et c'est pour ça la revue. Oui, je le veux. C'est pour ça le mouvement Québec indépendant. Et Gilbert le dit. Transpartisan, transparlementaire, indépendantiste assumé, ça va de soi, mais aussi de bonne humeur. Très important, de bonne humeur, parce que il n'y a pas de raison, je ne pense pas que ça va être très attirant de faire l'indépendance à la mauvaise humeur. Et je dois vous avouer que moi, personnellement, j'en ai assez soupé depuis surtout 1 an et demi de la mauvaise humeur. Je ne pense pas que c'est ni constructif, ni utile, ni nécessaire. Et j'ai même dit aux gens, si vous avez le goût de faire de la politique de mauvaise humeur, il n'y a pas de problème, il y a d'autres groupes pour ça. Nous autres, le mouvement Québec indépendant, on veut faire ça dans la bonne humeur. Et je pense que c'est important. Et je pense qu'il y a toute une opportunité avec le requestionnement qui se passe au niveau de tous les partis politiques. Le Parti québécois, je veux dire, qui a poussé le tordage de raisonnement jusqu'à dire on va reporter le référendum dans un 2e mandat. Ça, imaginez ce que ça donne comme message à la population. La population qui entend ça, c'est qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas capables de le faire au premier. C'est sûr. Fait qu'ils ne sont pas capables de le faire, c'est que ça ne doit pas être bien bon puis ça ne doit pas être faisable. C'est un message extrêmement toxique qui a été lancé directement par ce qui était supposé être le vaisseau amiral. Oh, oh, ça fait mal! Ça fait mal! Fait que ça, il ne faut plus que ça arrive. Mais là, avec le résultat, un questionnement qui est en cours, qui est complètement nécessaire. Québec solidaire, on commence à voir qu'est-ce qui se passe avec Québec solidaire, qui ont fait une campagne électorale quand même pas mal sur l'indépendance, mais je pense que c'était plus par tactique. C'était plus pour aller chercher du vote au Parti québécois. Parce que là, franchement dire, avec le débat qui est en cours actuellement, tu ne peux pas être indépendantiste et multiculturaliste. Ça se peut pas. C'est antinomique. C'est des alliés du Parti libéral. Indirectement, mais ils ne s'en rendent pas tous compte. C'est comme au Parti québécois, les gens qui travaillaient pour un bon gouvernement provincial ne se rendaient pas compte tout le temps que ça ne faisait pas avancer l'indépendance. C'est la même chose pour Québec solidaire. Ils ne s'en rendent pas tout le temps compte. Mais tu ne peux pas être multiculturaliste et indépendantiste. Parce que le multiculturalisme a été inventé par Pierre Elliott Trudeau pour diviser. Hein? C'est la bonne recette britannique, diviser pour régner, diviser par communauté ethnique. Hein? Je pourrais même vous dire que c'est même raciste, le multiculturalisme, parce que ça dit, ben regarde, toi tu fais tes affaires, moi je fais mes affaires, puis on ne se mélange pas trop. C'est ça du multiculturalisme. Les gens, finalement, finissent par habiter dans des ghettos, tandis que nous, au Québec, on a une approche complètement différente depuis toujours, qu'on n'a jamais trop nommé, je ne sais pas trop quel nom on pourrait y donner, mais disons qu'en attendant, j'appellerais ça du métissage, d'accueil. Non, non, on va être ensemble. Et qu'est-ce qui permet d'être ensemble comme ça? Ben, à une certaine époque, c'était plus difficile, mais c'est la laïcité. Quand la religion prend toute place, c'est plus difficile, mais quand on réussit à mettre la religion de côté, c'est possible de faire ça. Et c'est pour ça que ce débat-là est aussi sensible au Québec. Parce qu'au-delà de la laïcité et du multiculturalisme, c'est la vision britannique, canadienne-anglaise contre la vision québécoise qui s'affrontent. Donc, et là, on le voit avec Québec solidaire, la façon dont ils se positionnent. Donc, eux autres aussi. Et Option nationale n'était pas du tout multiculturaliste. Ils se sont fondés dans Québec solidaire. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Là, il y a le Bloc québécois, puis ça, vous me permettrez de pas trop en parler, fait comme ça, je ne ferai pas de commentaires négatifs. Donc, je pense qu'il y a une réflexion qui va se faire, puis je pense qu'il faut faire les choses autrement. Parce que là, vous l'avez vu, là, depuis 1995,
l'appui au parti indépendantiste ne fait que diminuer, est plus bas que l'appui à l'indépendance. Pas normal. Pas normal. Donc, toutes les logiques qu'on nous a fait croire, là, puis je me rappellerai toujours le référendum, on ne peut pas se permettre de perdre le prochain référendum. Vous l'avez entendu, celle-là, hein? OK. Tu reçois ça comme phrase. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être garanti de ne pas le perdre, le prochain référendum? On va pas le faire. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres recettes, là. Si vous voulez être garanti de ne pas le faire, vous ne le faites pas. Moi, là, je dis, il n'y a pas de limite à un peuple de vouloir son indépendance. Puis on va y travailler, je suis content qu'on l'ait, notre liberté. Puis il n'y a pas de limite à ça. Puis si les gens sont tannés, bien qu'ils votent oui, ça va être réglé. Non, non, mais on va se le dire. Puis moi, je pense même qu'à la prochaine fois, on devrait dire, là, parce qu'on se fait toujours dire, ben là, si vous perdez le prochain, est-ce que vous allez arrêter? Non, non, on n'arrêtera pas. Et vous êtes aussi bien de voter oui, fait que comme ça, il n'y en aura pas d'autres prochains, ça va être réglé. Non, mais on peut-tu arrêter de rentrer dans la logique canadianisante? Non, non. Il n'y en a pas de limite. C'est juste normal pour un peuple, pays. Hein? Nation, nationalité, pays. C'est juste normal. Puis on est différent. On n'est pas meilleur, on n'est pas moins bon que les Canadiens anglais. On est différent. Puis on pense que cette différence-là, elle a de la valeur. Une valeur ajoutée pour le Québec, mais pour la planète. Et je peux vous dire qu'actuellement, de rester à l'intérieur du Canada, ça nous coûte très cher. À tous ceux qui nous parlent de péréquation, là. La péréquation, là, c'est même pas le prix de consolation pour ne pas avoir les investissements structurants au Québec. Tout ce qu'on perd comme investissement, là, un après l'autre, là. Je vais vous parler encore de la DV. Je vais vous en reparler encore, puis encore, mais ça illustre tellement bien. Vous avez la DV, vous avez Churchill, vous avez la Banque d'infrastructure. Il y en a plein, là. Ça n'arrête pas, ces exemples-là. Mais la DV, c'est 111 milliards que le gouvernement canadien met pour la stratégie de construction navale. Des contrats qu'il a donnés à Halifax et à Vancouver, sous prétexte que la DV était en protection de la loi sur la faillite, mais s'il avait donné des contrats, elle serait sortie de la protection de la loi de la faillite. C'est ce que le gouvernement du Québec a fait. Puis il a donné à Halifax et à Vancouver à condition qu'il n'y ait aucune subvention. Est-ce qu'ils ont respecté ces conditions-là? Non, pas du tout. Le gouvernement provincial a donné des subventions, mais c'est pas grave, ils ont quand même eu leur contrat, eux autres. C'est pas grave. Eux autres, ils ont le droit de ne pas respecter, mais... Et actuellement, on a eu un contrat de 600 millions avec l'Astérix qui a été livré. Sur les 33 milliards qui ont été donnés, là, on avait eu zéro. Après ça, il y a eu un contrat de 600 millions. Mais les 33 milliards qui ont été donnés, là, est-ce qu'il y a un navire qui a été livré par Halifax ou Vancouver? Niet. Nous autres, on a eu 600 millions, ils l'ont livré. Ça fonctionne très bien. Super, super résultat. On est le seul chantier maritime qui a livré. Plus grand du Canada, meilleur d'Amérique du Nord. C'est pas moi qui l'invente, là. Là, il y a un deuxième contrat de 600 millions. Ça fait 1,2 milliard. C'est 22 milliards qu'on devrait avoir. 22 milliards. Il en manque encore combien? 20,8 milliards. 20,8 milliards, c'est 100 000 jobs. Fait que vous venez pas me parler de péréquation. Hein? Non, non, mais on peut-tu se dire les vraies choses? Ça nous coûte cher de rester dans le Canada. Et que les décisions soient prises, en général, sauf exception, en général contre les intérêts du Québec. Les sièges sociaux. Moi, j'ai travaillé chez Hydro-Québec pendant près de 20 ans. Et je me rappellerai toujours quand le camp s'est fait acheter par Rio Tinto. J'ai commencé à réfléchir aux sièges sociaux. Puis on ne peut rien faire contre l'exode d'un siège social. Ben non, on ne peut rien faire. Ça, c'est le marché mondial, puis c'est la concurrence mondiale, puis comment qu'on peut empêcher Rio Tinto d'acheter Alcan? On ne peut rien faire. Puis là, il y a eu des comités qui ont été mis en place là, sous le gouvernement libéral, sous le gouvernement du Parti québécois pendant que j'étais là, qui ont fait des rapports sur les sièges sociaux. Ah, puis là, on devrait peut-être outiller la Caisse de dépôt de placement, Investissement Québec, on devrait favoriser la rémunération des dirigeants quand ils sont au Québec, bla, 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 bla. On ne peut rien faire contre l'exode des sièges sociaux. C'est vrai, ça, qu'on ne peut rien faire contre l'exode des sièges sociaux? Comment ça se fait, donc, le Canada a empêché Potash Corp d'être acheté à l'international? Je ne savais pas. Puis j'ai découvert ça avec Xavier Barcelou-Duval. Ben, c'est parce qu'il existe une loi canadienne que toutes les transactions au-dessus d'un certain montant, c'était 200 millions à l'époque, c'est rendu au-dessus d'1 milliard,
autorisé par le gouvernement canadien. S'il ne l'autorise pas, la transaction ne se fait pas. Fait que le gouvernement canadien aurait pu empêcher l'exode de Alcan, aurait pu empêcher l'exode de Rona, aurait pu empêcher l'exode de Bombardier. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Si on était un pays, si on avait été un pays, on aurait pu l'empêcher. Puis là, on est en train de tout perdre notre Québec Inc. Un après l'autre. On était bien fiers d'être Québécois. On disait, comme province, on est quand même bon, on est capable de faire bien des affaires. Oui, mais ça ne dure pas si longtemps parce que comme on n'est pas un pays, on n'est pas capable de les protéger. Mais c'est ça le prix à payer de rester en province. Et donc, moi, je suis très optimiste pour la suite des choses. Mais il va falloir faire les choses autrement. Puis, il va falloir arrêter d'avoir peur. Il va falloir avoir du plaisir à déranger. Et il va falloir devenir de plus en plus contagieux dans notre bonne humeur. Et donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire en vous impliquant ici en Outaouais, en vous abonnant à la revue. Vous pouvez aussi faire des dons parce que vous savez, un mouvement, hein, on est tous bénévoles, on n'a pas de local, fait qu'inquiétez-vous pas, il n'y a pas rien qui va aller dans l'infrastructure. Il n'y a personne salarié. Donc, c'est pour permettre de payer la revue, pour permettre de payer des salles quand il y a des tournées, etc. Et je pense que ça fait la différence. C'est pourquoi une revue, bien des gens nous disent, ouais, mais franchement, j'ai même vu un chroniqueur, que je nommerai pas, vous allez être capable de le reconnaître, un chroniqueur indépendantiste dans le Journal de Montréal, qui a déjà été rédacteur de Pauline Marois de Discours, dire que, franchement, c'était complètement d'arrière-garde, puis ça servait à rien de faire une revue. Je ne comprends pas que des indépendantistes crachent sur des initiatives indépendantistes qui sont bien positives. La revue n'est pas juste papier, elle est aussi électronique. On est en 2019, on le sait. Hein? Mais le fait qu'elle soit papier, ben, ça permet de la consulter, ça permet de la partager. Et ça fait un produit concret. Et l'idée d'une revue, c'est qu'on se donne une obligation, 4 fois par année, de travailler avec des collaborateurs pour sortir des angles indépendantistes sur les sujets. Puis on trouve que c'est important de s'alimenter en information et en arguments. On trouve que c'est important de parler de l'histoire. On trouve que c'est important de s'informer sur les différents livres qui touchent directement ou indirectement à l'indépendance. Ce qu'on cherche par cette revue-là, c'est à donner de l'information, mais c'est aussi à toucher à la fierté. C'est pour ça que vous avez un espace voyage. Donc, voyage au cœur du fleuve Saint-Laurent, parce que c'est extraordinaire, le fleuve Saint-Laurent. Il y a du monde qui vont faire des plongées à Cuba, mais c'est peut-être plus chaud, mais c'est moins beau. Donc, on a un photographe exceptionnel de photos sous-marines, et on travaille aussi avec un BDiste, donc qui nous fait une belle petite bande dessinée au Canada, terre de nos pétroleux. Donc, vous allez comprendre qu'on se rejoint, et c'est ça. Et donc, et ça fait comme une continuité dans l'année, mais c'est aussi des conférences, c'est aussi une université d'été, des prises de position. Et donc, c'est ce qu'on veut faire avec le mouvement Québec indépendant. Et c'est sûr qu'il existe plusieurs mouvements à travers le Québec, mais jusqu'à date, ce qui s'est fait, ça n'a pas permis d'atteindre le résultat. Parce que sinon, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui, puis pas avec les résultats d'octobre 2018. Donc, il faut faire les choses autrement, et c'est ce qu'on vous propose. Il y a différentes façons de l'essayer de faire les choses autrement. On vous en propose une, et on vous propose d'embarquer avec nous. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et moi, je suis convaincue que ce sera plus tôt que tard que nous deviendrons indépendants, mais ça nous appartient chacun, chacune d'entre nous, parce que chacun, chacune d'entre nous, on rayonne dans nos milieux. Et chacun, chacune d'entre nous, on fait la différence sur le chemin qu'on va prendre pour arriver à l'indépendance. Il faut toujours se demander à chaque pas, ce pas-là va nous mener où? Est-ce que ce pas-là nous mène à améliorer la province de Québec ou il nous mène à préparer l'indépendance? Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut améliorer la province de Québec, c'est correct de prendre ce pas-là, mais si on veut préparer l'indépendance, c'est l'autre pas qu'il faut prendre. Donc, il faut se les poser ces questions-là à chaque fois, parce qu'il y a des logiques qui ont été insinuées, je ne sais pas comment vous dire ça, dans le mouvement indépendantiste, qui sont des mauvaises logiques. Certains disent infiltrés, puis il y en a eu des infiltrations, hein, on ne va pas se le cacher. Moi, quand j'ai appris, puis j'ai appris ça récemment, moi, je suis ingénieur mécanique de formation, hein, avec un MBA. Je n'ai pas fait de cours d'histoire, je n'ai pas fait de sciences sociales, puis je n'ai pas fait de cours politiques non plus. Et j'ai appris dernièrement, bien ça faisait déjà un bout de temps, je savais là, que Claude Morin était un agent de la GRC, mais j'ai appris dernièrement
que non seulement il était un agent de la GRC, mais que l'idée du référendum lui avait été soufflée dans l'oreille par la GRC. Ah, pour vrai? Pour vrai. Puis il y en a plusieurs qui disent ouais, parce que lui, il s'est défendu en disant oui, mais moi, j'essayais d'aller chercher de l'information. Puis, là, on ne commencera pas, là. Hein? Les agents d'infiltration, ils ne savent pas c'est qui les autres agents. Puis l'information qu'ils peuvent aller chercher est minime par rapport à l'information qu'ils peuvent donner. Fait que s'il est intelligent, Claude Morin, et je crois qu'il est intelligent, il savait très bien qu'il donnait l'information dans un sens, puis ce qu'il pouvait aller chercher dans l'autre sens, c'était ça par rapport à ça que lui donnait. Regarde, arrêtez là, de se faire des histoires, là, puis dire non, il y en a de l'infiltration. Donc, il ne faut pas être naïf non plus par rapport à ça. Fait qu'il y a des insinuations, des infiltrations, des fausses logiques, des fois même de bonne foi. Des fois de bonne foi. C'est pas parce que c'est de bonne foi que c'est correct, hein? Qui ont été poussés à l'intérieur du mouvement souverainiste indépendantiste qui n'ont pas de bon sens. Comme l'idée de dire que si on met de l'indépendance de l'avant, ça va nous faire perdre des votes. D'où c'est que ça vient, ça? Comment ça se fait? Québécois. Comment ça se fait que tout le monde croit ça? Tellement que les membres du Parti québécois ont accepté de plus en plus de mettre l'indépendance de côté. D'où c'est que ça vient, ça? Ça vient-tu de 76? Parce que 76, ils ont dit un bon gouvernement. Mais il y avait l'indépendance aussi. Puis il y avait la promesse de tenir un référendum dans le premier mandat. Mais, moi, il n'y a rien qui me dit... Vous savez, je suis ingénieur mécanique, hein, je vous l'ai dit. Moi, il n'y a rien qui me dit que s'il y avait été là, moins sur le bon gouvernement puis plus sur l'indépendance, qu'il y aurait eu moins de votes. Il n'y a rien qui me dit ça. On ne le sait pas. Puis les deux seules fois, moi je regarde l'histoire, là, les deux seules fois où le Parti québécois a renversé le gouvernement libéral, pas où il a continué, où il a renversé, c'est quand il promettait de faire l'indépendance dans le premier mandat. Puis ils ont gagné, c'est les deux seules fois, il y a eu 2012. J'ai oublié 2012, mais 2012, on était minoritaire dans un moment de corruption, de crise étudiante, pas normal. Le résultat de 2011, ça aurait dû nous allumer le jaune. Fait que comment ça se fait qu'on en est venu à croire que de proposer de faire un référendum dans un premier mandat, ça nous nuisait, quand les deux seules fois où on a renversé le gouvernement libéral, c'est ce qu'on proposait? C'est bizarre, hein? Mais c'est ça pareil. Je pense que c'est devenu comme ça, de bonne foi, mais ça ne marche pas. Donc, il faut changer ces habitudes-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans le mouvement Québec indépendant, c'est d'aborder les choses avec un autre œil. Et de ne pas tomber dans les paradigmes qui ont pris trop de place dans les, pas juste 25 dernières années, mais même dans les 30-40 dernières années. On va essayer d'avoir vraiment une vision assumée et proactive de l'indépendance et de jamais être gêné d'en parler sur toutes les tribunes, à toutes les occasions et dans tous les médias. Voilà. Donc maintenant, la parole vous appartient pour ceux et celles qui ont envie